Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet central pour comprendre notre époque. Les conflits et les tentatives de paix dans le monde. Bonjour. Oui, c'est un thème essentiel, surtout pour les révisions du baccalauréat en HGGSP. Exactement. Et la question qui va nous guider, c'est de savoir si les nouvelles formes de conflits, si elles n'impliquent pas aussi toutes nouvelles manières de faire la paix. C'est tout à fait ça. Pour y voir plus clair, on peut organiser notre réflexion en, disons, 3 temps. On vous écoute. Premièrement, on verra que depuis la fin de la guerre froide, en 91, on assiste à une sorte de multiplication des guerres civiles. D'accord. Deuxièmement, on s'arrêtera sur la montée en puissance du terrorisme international et ses conséquences, bien sûr. Logique. Et enfin, on regardera comment on essaie de résoudre tout ça. On verra que ça implique plein de nouveaux acteurs et de nouvelles approches. Parfait. Alors, allons-y pour ce premier point. On a vraiment l'impression que depuis la fin de la guerre froide, les grandes guerres entre nations, un peu comme on les imagine, sont devenues beaucoup plus rares. C'est tout à fait exact. Les guerres qu'on appelle interétatiques, donc entre deux ou plusieurs États, ont vraiment diminué. On a des exemples récents de ça. L'un des derniers grands exemples, c'est l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. C'est le modèle classique, des armées régulières, des fronts, et proportionnellement, on note qu'elles font moins de victimes civiles. Moins de victimes civiles. Et à l'inverse, aujourd'hui, j'ai l'impression que la guerre, elle se passe surtout à l'intérieur des pays. Oui, c'est le grand basculement. On parle de conflits intra-étatiques, de guerre civile en fait. Et là, pour le coup, le bilan humain est souvent dramatique. On pense à quoi, par exemple? Les guerres en ex-Yougoslavie, dans les années 90. Entre 1991 et 2001, on parle d'environ 150 000 morts. 150 000? Oui, et sur ce total, les 2 tiers étaient des civils. Ah oui, c'est énorme. Un autre exemple, encore plus tragique, c'est le massacre des Tutsis au Rwanda au printemps 94. Là, on attend 800 000 morts en 3 mois, selon l'Organisation des Nations Unies. Et plus près de nous, les conflits nés des printemps arabes, en Libye, en Syrie ou au Yémen. Ce sont aussi des guerres civiles extrêmement mortifères. Mais comment on explique cette tendance? Pourquoi ce changement? Alors, il y a une analyse très intéressante du chercheur Bertrand Badi. Il explique que dans certaines régions, notamment en Afrique, l'État s'effondre. Les institutions ne marchent plus, l'économie est en faillite. Et ça crée un vide. Exactement. Et dans ce vide, la guerre devient une sorte de tissu social de substitution. C'est une formule très forte. Un tissu social? Oui, pour des jeunes qui n'ont pas d'emploi, pas de perspective, rejoindre une milice, c'est un moyen de survivre. Tout simplement. Ça permet de se nourrir, d'être protégé, d'être respecté même. La guerre, en fait, produit sa propre économie et ses propres règles sociales. C'est terrible. Ça veut dire que la guerre devient une sorte d'employeur? Une structure? Voilà, c'est un système qui s'auto-alimente. D'accord. Passons à notre deuxième partie. En plus de ces guerres civiles, il y a une autre forme de violence qui a pris une place énorme, le terrorisme. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais on a l'impression qu'il a changé de dimension. Effectivement, les tactiques de guérilla ou les attentats politiques, ça existe depuis longtemps. On peut penser à l'IRA en Irlande du Nord, à l'État au Pays Basque. Oui, mais les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ça marque une vraie rupture, un avant et un après. Pourquoi une rupture? Qu'est-ce qui change fondamentalement à ce moment-là? C'est la réponse américaine. En déclarant une guerre contre le terrorisme, Washington a complètement changé la nature du problème. C'est-à-dire? On est passé d'une logique de sécurité intérieure, de police, à une logique de guerre conventionnelle. Ça a brouillé toutes les lignes. Et cette déclaration, elle a servi de justification à des interventions militaires massives, d'abord en Afghanistan dès 2001, puis en Irak en 2003. Et là, on entre dans un nouveau type de guerre, avec ses propres caractéristiques. On entend souvent le terme de guerre asymétrique. Exactement. C'est la clé pour comprendre. C'est un affrontement entre, d'un côté, un acteur très puissant, un État avec une armée hyper moderne, et de l'autre, un acteur non étatique, un groupe terroriste qui a des moyens bien plus limités. Le pot de terre contre le pot de fer, en quelque sorte. Oui, mais un pot de terre qui ne se bat pas avec les mêmes règles. Il y a une citation d'Henry Kissinger sur la guerre du Vietnam qui illustre ça parfaitement. Ah oui? Il disait « Le guérillero gagne s'il ne perd pas. L'armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas. » C'est très parlant. L'objectif n'est donc plus de gagner une grande bataille. Non, plus du tout. L'objectif, c'est l'épuisement psychologique de l'adversaire.
On le harcèle avec des attaques surprises, des attentats, de la propagande. Le but, ce n'est pas de conquérir un territoire, c'est de faire en sorte que l'opinion publique en face n'en puisse plus et demande le retrait des troupes. D'accord. Et on voit sur les cartes que les pays les plus touchés aujourd'hui par le terrorisme sont majoritairement en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Oui, le centre de gravité s'est déplacé. Tout ça nous amène logiquement à notre troisième partie. Comment on met fin à ces conflits d'un nouveau genre? La multiplication des acteurs, ça doit rendre les choses incroyablement compliquées. C'est le défi majeur. Aujourd'hui, un conflit, c'est rarement juste deux camps qui s'affrontent. C'est beaucoup plus complexe. On trouve des acteurs conventionnels, bien sûr, comme les États ou les alliances militaires type l'OTAN, mais on a aussi une prolifération d'acteurs qu'on appelle non conventionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Ce sont tous les groupes qui n'appartiennent pas à un État. Ça inclut les groupes rebelles comme le M23 en République démocratique du Congo, Les groupes terroristes comme Daesh? évidemment, mais aussi des acteurs auxquels on pense moins comme les organisations criminelles, les narcotrafiquants par exemple, et même des entreprises privées. Les fameuses sociétés militaires privées, comme l'ex-groupe Wagner. Exactement. Ou la société américaine Academy. Ce sont des mercenaires modernes qui vendent leurs services militaires à des États ou à d'autres acteurs. Elles ajoutent encore une couche de complexité. Face à ce chaos, qui pilote les efforts de paix, qui essaye de mettre de l'ordre? L'acteur central, ça reste l'Organisation des Nations Unies. Au nom du principe de sécurité collective, elle essaye de résoudre les conflits par la politique. Et quand ça échoue, elle peut déployer des forces armées. Les casques bleus? Voilà, les casques bleus. Pour maintenir la paix, c'est ce que certains théoriciens appellent la paix de directoire. Les grandes puissances se mettent d'accord au sein du Conseil de sécurité pour imposer la paix. Mais on sait que l'Organisation des Nations Unies n'est pas toujours très efficace, ou en tout cas qu'elle n'est pas le seul acteur. Non, en effet. Son action est souvent paralysée par les vétos au Conseil de sécurité. Du coup, des alliances régionales comme l'OTAN peuvent intervenir, parfois même sans mandat de l'Organisation des Nations Unies, comme ça a été le cas en ex-Yougoslavie. D'accord. Et la paix, ce n'est pas juste signer un traité et c'est terminé. Non, c'est une dimension essentielle aujourd'hui. C'est la gestion de l'après-conflit. La reconstruction, le retour des réfugiés et surtout le très long travail de réconciliation. Ça peut passer par la mise en place de tribunaux internationaux pour juger les crimes de guerre, par exemple. L'objectif final, ce n'est plus simplement la victoire militaire, c'est de construire une paix qui soit durable. Très clair. Pour conclure, si on devait récapituler les points vraiment essentiels de notre analyse, Alors, premièrement, on a vu que le paysage des conflits a radicalement changé depuis la guerre froide. Les guerres entre États sont devenues rares. tandis que les guerres civiles, les conflits intra-étatiques se sont multipliés, avec une violence souvent dirigée contre les civils. Deuxièmement, le terrorisme international a pris une nouvelle dimension après le 11 septembre 2001. Ça a mené à des guerres d'un nouveau type, les guerres asymétriques, qui opposent des armées régulières à des groupes non étatiques. Et enfin, troisièmement, la résolution de ces conflits est devenue bien plus complexe. Oui, elle implique une multitude d'acteurs, étatiques et non étatiques. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central, mais elle est concurrencée. Et surtout, l'objectif n'est plus seulement d'arrêter les combats, mais bien de construire une paix qui dure dans le temps. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.